Silence, s'il vous plaît. Chut. S'il vous plaît. Chut. Non. Peu de silence, je vous prie. Chercher à saisir le jeu de John McEnroe, c'est d'abord partir en chasse. Et cette chasse n'est pas sans danger. Ainsi, rien de plus anodin apparemment que notre micro, et pourtant regardez et écoutez. N'approchez pas ce truc de moi, compris? Vous voyez ça? Alors fermez-la. Gardez ça dans votre coin, sinon vous allez en prendre un coup. Repeat that in French to the people, okay? You're gonna get it. Arbitre, faites enlever ce truc près de moi, ce micro. Je veux qu'il soit coupé. Dites-lui de le couper. Quoi? C'est pas possible. Ah, parfait. On me crache à la gueule et vous faites rien. Le territoire de John McEnroe, c'est son cours. Et il le défend comme un fauve contre tout ce qui bouge ou qui bruit alentour, contre tout ce qui peut perturber sa fragile sphère de concentration. Les hommes d'image et de son se trouvent ainsi particulièrement exposés à ces agressions, heureusement surtout verbales. Mais il peut en arriver à des raids punitifs, n'hésitant pas à aller jusque dans les rangs de la presse pour décasquer l'ennemi. Succès salué à l'égal d'un triomphe. Ou même à sabrer férocement un micro sans défense. Et le ronronnement pourtant léger de notre caméra ne saura pas toujours tromper sa vigilance. C'est que John McEnroe est un hyper nerveux, un écorché vif, qui, à 20 ans, semblait encore incapable de trouver une seconde de calme. Il a aujourd'hui appris à mieux se contrôler, mais son souci de la perfection, jusque dans le moindre détail, trahit toujours une angoisse secrète. Le moindre son le perturbe. Et que dire alors des incidents de tout ordre qu'il semble attirer sur sa tête? Mais son exigence extrême, il l'exerce d'abord contre lui-même, en s'injuriant ou en se tournant en dérision lorsqu'il manque un point qu'il aurait pu gagner.
Ces remontrances se transforment parfois en un désespoir peut-être un peu théâtral, mais certainement sincère, ou en des gestes de colère qui, bien que dirigés contre lui-même, lui ont parfois coûté cher. Jeu Lannieux, qui mène par 6 jeux à 5 dans la troisième manche et par 2 manches à 0. Son exigence s'étend aussi aux arbitres, dont il a tendance à se méfier du jugement, sans jamais mettre en doute le sien propre. Voulez-vous vérifier la balle? La balle est bonne, avantage Connor. Avantage Connor. La défense passionnée de ses convictions lui vaut d'ailleurs parfois quelques ennuis. Surtout lorsqu'il manifeste trop ouvertement la piètre estime en laquelle il tient ceux qui ne les partagent pas. Right, there's no mark out. Where's the mark? 15 cover. Where's the mark, Chuck? There's no mark out. It's right on the line. Devant la fréquence des litiges qu'il suscite, d'aucuns ont pu penser que ces contestations pouvaient lui servir à déstabiliser son adversaire, mais il s'en défend. Les choses seraient plus simples si les gens pouvaient prendre conscience que ça revient à dire « faites votre boulot et moi je ferai le mien », au lieu de croire que je conteste pour le plaisir de contester. Je pense qu'aucun joueur n'est assez stupide pour croire que je fais ça simplement pour l'embêter. Tous ceux qui me connaissent sur le circuit savent bien que je suis totalement impliqué. Si je discute, c'est que je m'insurge contre quelque chose de faux. Mais si ça les dérange, c'est leur affaire. On peut toujours trouver quelque chose qui vous dérange. Au lieu de se dire « ça me dérange », il pourrait aussi bien penser « j'ai de la veine, il est furieux, il s'est déconcentré. C'est le moment de prendre ma chance pour revenir dans le match. » C'est toujours une question d'état d'esprit. Bien que ce soit une chose pour laquelle je suis assez bon. Je suis capable de m'impliquer totalement dans une contestation et de me reconcentrer aussitôt. Peu de joueurs sont capables de le faire aussi bien que moi. C'est de quoi vos adversaires ont peur. Quand vous mettez en colère, ça ne vous fait pas mal jouer. Mais eux, quand ils ont été déconcentrés, c'est fini. Oui, mais pour moi, c'est le fruit d'un entraînement de plusieurs années. Le fait est qu'après un incident, John McEnroe revient toujours plus vite dans le jeu que son adversaire. Peut-on penser qu'il s'agisse là d'une manœuvre d'intimidation? Il arrive parfois d'éprouver un sentiment d'insécurité. On a peur de ne pas parvenir à jouer assez bien pour gagner. C'est dans ces cas-là seulement qu'on peut essayer d'intimider l'adversaire en lui faisant croire qu'on est sûr de le battre. Mais on ne peut pas gagner beaucoup de matchs de cette manière, à moins d'avoir du répondant. C'est comme ça dans tous les sports à 1 contre 1. On est là, tout seul, et il faut rechercher les moyens possibles de battre l'autre. Si on le regarde fixement, encore faut-il que ça puisse avoir une signification, sinon ça ne sert à rien. Tout ça se ramène à ce que je viens de dire. Il faut être capable de faire ce qu'on prétend. Ça fait partie intégrante du sport, qui n'est pas une simple affaire physique. Roland Garros, plus que partout ailleurs peut-être, exige que l'on soit fort physiquement, mais aussi mentalement. Mais c'est le mental qui détermine le reste. Celui qui gagnera, c'est celui qui aura la force mentale de renvoyer une fois de plus la balle par-dessus le filet. Celui qui aura la force de dominer mentalement son adversaire. Ça prend toutes sortes d'aspects et c'est ce qui rend le tennis aussi passionnant. L'emprise psychologique qu'il entend prendre sur ses adversaires est matérialisée dans le jeu de John McEnroe par son occupation du terrain. Il ne joue pas à frapper plus fort que l'autre, ce dont il n'est pas vraiment capable, ni à renvoyer la balle une fois de plus, ce qui ne convient ni à son caractère ni à ses moyens physiques, mais il cherche à occuper la place du court qui lui ouvre le plus grand angle possible. Pour ce faire, il n'hésite pas à se placer aussi souvent qu'il lui est nécessaire sur le terrain de l'invention et des réflexes, créant ainsi des situations de jeu insécurisantes mais spectaculaires, des situations à haut risque, qui semblent au premier abord défier toute analyse technique et vouer du même coup notre entreprise à l'échec. Mais essayons pourtant de débrouiller cet écheveau et voyons d'abord comment il tient son instrument. Comme ça pour tout. Coup droit, revers, volée, service, absolument tout.
Everything. Everything. Everything for the Forehand, serve. backhand, volley, serve. Volley. Mais votre main ne tourne-t-elle pas un peu pour le service? When you go on the serve or never? That's it. Pas du tout, c'est rigoureusement la même prise. On vous l'a enseigné ou c'est naturel? C'est mon coach, Tony Palafox, qui me l'a apprise. Peace, brother. Mais Palafox n'avait pas une prise unique. I don't think so. Je ne sais pas, je crois que si. En tout cas, c'est comme ça qu'il m'a appris. Yeah, he taught me. Mais comment pouvez-vous lifter un revers avec cette prise? Ça ne pose pas de problème, comme ça. Lifter, couper. How was Stevie Wonder last night? Very good. Very good. You had trouble to get in, no? Who said that? We were lucky to get it. No tickets. C'est donc avec cette prise particulièrement peu orthodoxe que John McEnroe a développé un des services les plus rapides, mais peut-être surtout le plus varié et le plus imprévisible de ces dernières années. Mais cette position inhabituelle des pieds au départ lui a-t-elle aussi été enseignée? Non, ça, je l'ai trouvé tout seul. That's my trick. Like this. Est-ce que ça ne vous donne pas un mouvement différent? Chacun est libre d'essayer de faire pareil s'il le veut. Pensez-vous pas que ce soit à l'origine de l'efficacité de votre service? Demandez plutôt ça aux autres joueurs. You have ever seen? No, I haven't seen any other player playing like you do. C'est à eux de dire si mon service est bon. Mais nul besoin d'aller demander aux adversaires de McEnroe ce qu'ils pensent de son service. Il suffit de le regarder faire. Pour mieux apprécier l'originalité de ce service, nous allons d'abord en examiner le mécanisme de dos. Au départ, les pieds sont parallèles à la ligne de fond. Sitôt le mouvement lancé, une étonnante rotation du bras et de l'avant-bras fait tourner la raquette de plus de 180 degrés selon son axe longitudinal. En position armée, les genoux sont très fléchis et la ligne des bras et des épaules tend à la verticale. La détente des jambes et la formidable bascule des épaules vont contribuer à accroître la vitesse de la raquette au moment où elle commence à descendre dans le dos. Cette ondulation se propage comme un coup de fouet jusqu'à l'impact où le bras n'est pas en pleine extension, ni le manche de raquette dans le prolongement de l'avant-bras, comme chez la plupart des grands serveurs. C'est que les épaules ne sont pas encore revenues de face quand la balle est frappée. La vue de côté permet d'apprécier l'extraordinaire ouverture des épaules qui porte d'abord la raquette bien à l'intérieur du court, ce qui va considérablement augmenter l'ampleur de son élan dans le plan horizontal. C'est à l'instant où la raquette est au bas de la boucle que les pieds quittent le sol pour un saut en avant à la rencontre de la balle. Celle-ci est frappée à plus d'1 mètre à l'intérieur du court dans un grand élan qui propulse naturellement le serveur vers le filet. L'appui au sol est repris sur le pied qui a donné l'impulsion. C'est un service à cloche-pied. L'ordinateur nous permet aussi de reconstituer une vue par au-dessus, qui est moins lisible car nous n'en avons pas l'habitude, mais qui peut cependant nous faire mieux mesurer l'exceptionnelle amplitude du mouvement dans le plan horizontal et aussi d'arrière en avant.
L'efficacité de ce service est telle qu'elle lui permet de suivre non seulement toutes ses premières balles au filet, même sur terre battue, mais aussi bien souvent ses secondes balles, et cela quel que soit son adversaire. Cette efficacité ne provient d'ailleurs pas seulement de la vitesse de son coup, ni de la précision ou de la variété de son placement, mais aussi de son caractère imprévisible. Le mouvement de McEnroe ne permet pas à ses adversaires de deviner où il va mettre sa balle. De plus, la rapidité avec laquelle il se trouve près du filet lui ouvre des angles dont il profite au maximum, sans même avoir besoin de frapper ses volets. La qualité de son service est donc la première arme de McEnroe, puisqu'elle lui permet le plus souvent de s'emparer du filet. Ce besoin d'imposer son emprise d'entrée de jeu sur l'adversaire se retrouve dans ses retours, qu'il n'hésitera pas non plus à suivre pour peu qu'il se sente en verve. Là encore, la pression psychologique qu'il exerce est visible rien que dans sa façon provocante de se placer. Ces retours suivis au filet sont vraiment des coups droits réduits à leur plus simple expression. La préparation étant mesurée au temps disponible et la force de frappe remplacée par un généreux élan en avant de tout le corps. McEnroe se jette à la rencontre de la balle, qu'il gifle ou qu'il pousse, comme il le fait de ses volets, auxquels ses retours ressemblent souvent plus qu'à des coups droits de fond de cour. Sa prise unique ne semble le gêner en rien, même pour les revers où il attaque la balle très en avant, en sautant le plus souvent, et en arquant son corps dans une détente très caractéristique. Ce saut se retrouve même lorsqu'il coupe la balle, ce qui est rare, car il la frappe le plus souvent à plat ou en la liftant très légèrement. C'est bien entendu à peu près uniquement sur des secondes balles de service que McEnroe peut passer ainsi à l'attaque d'une façon aussi décidée. Il lui arrive pourtant de tenter parfois sa chance sur une première balle. Dans ce cas, il a la prudence de s'assurer de la réussite de son retour avant de venir se pointer au filet. Mais même quand il ne peut pas les suivre d'entrée de jeu à la volée, la vitesse et le placement de certains de ses retours sont tels qu'ils lui permettent souvent de monter au filet au coup d'après. Cela tient à sa position très avancée, qui lui permet de relancer exceptionnellement vite. Et aussi à ce qu'il s'efforce de ne céder aucun terrain pour le coup suivant, qui se transforme alors en attaque, pour peu que l'adversaire, surpris par le retour, n'ait pas joué assez long.
Il n'en va d'ailleurs pas autrement avec sa seconde balle de service. Quand il ne la suit pas au filet, il s'accroche pourtant à la position avancée où son élan l'a projeté pour essayer d'en tirer aussitôt profit. Cette séquence de montée en 2 coups sur une seconde balle de service est si caractéristique du jeu de John McEnroe qu'elle mérite qu'on s'y attarde. On peut y voir, peut-être mieux que partout ailleurs, non seulement l'agressivité et l'audace foncière de son jeu, mais aussi sa rapidité de décision et l'économie des moyens mis en œuvre. Ce jeu de gagne-terrain fonde en fait toute sa stratégie de l'échange. Lorsque les circonstances ne lui ont pas permis de s'emparer du filet d'entrée de jeu, il va chercher à améliorer sa position sur le court dès qu'il le pourra. Il s'efforcera ensuite de conserver tout gain de terrain susceptible de lui servir de base de départ pour une attaque, jusqu'à ce que l'occasion favorable se présente. Cette stratégie, qui met l'adversaire sous pression permanente, exige évidemment une extrême concentration pour ne pas se retourner contre son auteur. Mais le terrain gagné pied à pied s'avère parfois si avantageux qu'il lui ouvre des angles lui permettant de conclure sans même avoir à jouer une volée. Vu au ralenti, l'opposition de son jeu avec celui d'Ivan Lendl montre bien que McEnroe n'a pas besoin de taper aussi fort pour que sa balle revienne aussi vite, sinon plus. Tout est ici affaire de replacement. Mais venons-en à la technique qu'il utilise pour ce jeu à l'intérieur du court. Et d'abord à ses coups droits. Ces retours de service sont très significatifs, dans la mesure où ils illustrent pleinement la parfaite adaptation de l'amplitude de son mouvement à la vitesse et à la longueur de la balle, c'est-à-dire au temps dont il dispose. C'est en quelque sorte le degré zéro de son style que l'on va retrouver à peu de choses près dans ses coups droits joués en cours d'échange. Partant d'une garde basse, la raquette est portée directement en arrière, selon une trajectoire ni convexe ni concave, et elle repart directement en avant, à la rencontre de la balle, qu'elle touche le plus souvent à plat, mais aussi parfois en la liftant.
Cette parfaite simplicité ne se justifie évidemment que par la nécessité de frapper la balle très tôt après son rebond. Même chose en revers, où les retours à préparation raccourcie et avec balle frappée à plat et très en avant ne sont pas différents des retours suivis au filet que nous avons déjà vus. Il ne se distingue guère par ailleurs des revers joués en cours d'échange sur balle montante et avec une intention agressive, si ce n'est que, dès qu'il a le temps d'élargir un peu son geste, McEnroe va lifter plus volontiers ce type de coup. Par contre, dès qu'une balle trop longue le contraindra à reculer, c'est au mouvement beaucoup plus bref du revers coupé qu'il aura recours à tous les coups. Car lorsque son adversaire joue suffisamment long, McEnroe ne peut évidemment pas tenir longtemps sur une position avancée et il doit se replier à son corps défendant derrière la ligne de fond. Quitte à revenir dès que l'occasion s'en présente. Cette stratégie exige un jeu de jambes particulièrement vigilant dans la profondeur du court pour n'être pas débordé par les balles longues, tout en restant prêt à exploiter la première occasion. Dans la gamme des coups joués au-delà de la ligne de fond, la violence n'est jamais son fort, mais la variété. Et sa défense élastique n'est jamais que provisoire. Il guette toujours la balle assez courte pour lui permettre de donner sa mesure. Ce souci de varier la cadence et les effets dans les échanges de fond de court est particulièrement sensible en revers, où il alterne presque systématiquement revers coupé avec revers lifté, sans qu'il s'agisse nécessairement de situations de jeu différentes. Ce mélange est un témoignage supplémentaire de l'attention qu'il porte à chaque coup sans jamais se laisser aller à tomber dans la facilité d'un mouvement stéréotypé. C'est probablement là un des germes du sentiment d'insécurité qu'il procure à ses adversaires. Le revers coupé est, nous l'avons vu, celui qui lui vient tout naturellement au bout de la raquette dans les situations où il doit jouer en reculant, car il s'ajuste mieux à la brièveté du temps disponible. Mais couper aussi en avançant présente l'avantage non seulement de diversifier le jeu, mais aussi de camoufler à l'avance les amortis qui seront joués avec le même geste, comme nous le verrons plus tard. Pour les revers liftés, il leur donne d'autant plus d'effet qu'il doit reculer plus loin derrière la ligne de fond. Suivant son éloignement du filet, ses préparations sont de plus en plus larges, ses frappes plus sautées, plus pivotées, plus lâchées, et ses trajectoires plus hautes, jusqu'à devenir, lorsqu'il a été trop repoussé, de véritables demi-lobes destinés à lui laisser le temps de se replacer. C'est une variante très raccourcie de ce revers lifté qu'il va utiliser ici pour un lob surprise. C'est encore ce même type de revers, mais beaucoup plus plat, pour privilégier la vitesse, dont il se servira pour passer un adversaire au filet.
En coup droit, sa technique varie selon la zone du terrain qu'il occupe derrière la ligne de fond et aussi selon la situation de jeu. Partant d'une garde basse, la raquette est conduite directement en arrière, le coude près du corps. La cassure du poignet n'est pas un signe de relâchement, mais d'une fermeté qui se maintiendra jusqu'à la fin du coup. Le poids du corps passe alors sur la jambe gauche, et le coude va revenir en avant le premier, entraînant l'avant-bras et la raquette dans un mouvement de fouetté nettement concave, qui lui fera frotter plus ou moins la balle en la frappant. Ce coup droit de base, joué derrière la ligne de fond, est donc toujours plus ou moins lifté. Il deviendra plus plat, plus giflé, dès que l'occasion de prendre l'adversaire de vitesse se présentera. Inversement, l'accent sera plus mis sur le lift en position semi-défensive, au point de voir la raquette mouliner son accompagnement du même côté que la frappe. Enfin, dans une situation franchement défensive, McEnroe aura recours au demi-lobe, comme en revers. Un joueur comme Connors, qui s'applique à jouer long pour l'empêcher d'attaquer, va nous permettre de passer en revue toute sa panoplie du fond du court. Sobriété et variété, application et imagination, le jeu de McEnroe a tout pour séduire. Et son toucher de balle sera d'autant plus efficace que ses replacements auront été rigoureux. Car l'amorti est aussi une de ses armes maîtresses. En coup droit, quand son geste raccourci laisse deviner son intention, c'est déjà trop tard. Sa position d'attaque laissait croire tout autre chose. La surprise est encore plus totale s'il est possible, car son geste est parfaitement imprévisible. L'amorti devient ainsi une clé de sa stratégie, et en le suivant le plus souvent à la volée, il se met en posture de porter l'estocade finale sur le terrain où il excelle, celui des réflexes et de l'improvisation. D'en haut et au ralenti, on revoit mieux toute l'audace d'un amorti joué revers tourné, en laissant apparemment le court grand ouvert, et la façon dont il retourne cette ouverture à son avantage, avec un terrain vide devant lui.
L'art de McEnroe est donc pour une bonne part un art du camouflage. Mais c'est aussi un art de la sensibilité, de la décision juste au moment juste. D'où ces innombrables montées au filet, après un temps de latence destiné à en apprécier l'opportunité, et aussi à surprendre l'adversaire. Ce souci de perpétuellement brouiller les cartes, de chercher à tout ramener toujours à un combat entre deux intelligences, est certainement le trait le plus original dont John McEnroe aura marqué le tennis de notre temps. Son génie reste à peu près inimitable dans la mesure où il ne repose pas tant sur sa technique que sur son sens du jeu, sur une adaptation immédiate à tout changement de situation. Et l'on comprend mieux alors les exigences qu'il peut avoir pour son environnement, même si elles semblent parfois exagérées, en mesurant la qualité de son exigence envers lui-même. Même lorsque son intention de monter est clairement affichée. Il semble souvent porter plus d'attention à la justesse de son coup qu'à la rapidité de sa course, d'où ces petits temps d'arrêt pouvant presque être perçus comme des hésitations. Cela tient probablement aussi à ce que, se sentant à l'aise partout à l'intérieur du court, il n'éprouve nul besoin excessif de se hâter vers le filet. C'est pourquoi les montées classiques dans la foulée, comme celle-ci, ne sont pas les plus fréquentes dans son jeu. Et c'est pourquoi aussi ces coups d'attaque destinés à être suivis au filet sont souvent si efficaces qu'il n'aura pas besoin d'une volée pour terminer le point. Ou que cette volée sera facile. On peut dire que son jeu de volée débute sur la ligne de fond, car il n'est pas rare de le voir avancer plutôt que reculer sur une balle haute. Ou même sur une balle moins haute, en profitant d'un de ses audacieux replacements. Mais qu'elle soit jouée derrière la ligne de service ou à mi-cours, toutes ces volées s'accompagnent d'un grand élan, finissant même souvent par un saut en avant, qui lui permet de donner de la vitesse à sa balle. Son geste très raccourci se contentant d'en assurer la précision. Cette détente vers le filet à chaque coup fait que son passage à mi-cours ne ralentit jamais sa progression vers l'avant, même lorsqu'il s'agit de volées basses. Plus près du filet, profitant de l'angle ouvert, ce sont les coups de toucher qui seront privilégiés, et surtout l'amorti, qui lui permettra d'exploiter à fond la situation.
Plus encore peut-être que dans tout le reste de son jeu, la simplicité du geste, différemment ajusté à chaque situation, donne ici la même impression d'évidence et de facilité qu'un numéro de jongleur, mais avec en plus le sentiment du caractère unique, spectaculaire et presque théâtral de chacun de ses coups. Il en va de même pour ses smashs, dont le mouvement se distingue fondamentalement de celui de son service. Là encore, le geste est réduit à sa plus simple expression, l'accent n'étant jamais mis sur la force, mais toujours sur la précision. Le bras gauche porte la raquette directement vers le haut et la montée du bras droit, souvent très brève, n'a qu'une fonction d'équilibrage. On est loin du mouvement très élaboré et quasiment rituel du service. Ici, pas d'effort inconsidéré, l'énergie économisée par une frappe très relâchée pouvant être reconvertie dans le saut vertical ou dans le saut en reculant quand cela s'avère nécessaire. Dépassé le seuil tolérable de difficulté, il n'hésite pas à laisser rebondir la balle, confiant dans son pouvoir d'adaptation à cette situation nouvelle pour neutraliser l'avantage pris par l'adversaire et revenir sans dommage à la case départ. La créativité gestuelle dont McEnroe fait constamment preuve s'accompagne du mélange très inhabituel d'une facilité pouvant paraître confinée à la négligence et d'un engagement physique à peu près total. Sa lucidité et son inventivité lui permettent aussi de se sortir de bien des mauvais pas en retournant des situations passablement compromises. C'est tout cet ensemble qui a fait de John McEnroe ce champion exceptionnel, à la fois très fort et très fragile, dont l'intelligence et la spiritualité auront puissamment marqué l'histoire du tennis. Qu'il en soit ici remercié. Plus on voyage, plus on joue de tournois, plus on connaît les gens et leur façon d'être, et plus on apprend. Je crois que j'ai mûri. C'est-à-dire que j'ai tiré les leçons de mes expériences, des bonnes choses qui me sont arrivées et aussi des moins bonnes. Autrefois, j'avais une attitude plus négative envers tout le monde. J'étais obnubilé par tout ce qui me paraissait mauvais. Maintenant, j'essaie plus de prendre les bons côtés de la vie et de mieux en profiter. Je m'amuse plus et je pense que lentement mais sûrement, j'évolue vers cette direction. Fermez la bouche, fermez la bouche.
we play match, you shut up. J'ai fait tous mes efforts pour rester le meilleur sans jamais avoir de trou. Et ça, je l'ai fait par respect pour le tennis. C'est beaucoup plus difficile que de faire des feux de paille. On est très bon pendant un an et on n'existe plus l'année suivante. Le difficile, c'est de rester au sommet une saison après l'autre et de gagner toujours des grands championnats. Je ressens toujours beaucoup de pression sur le terrain. Bien plus qu'avant, maintenant qu'on s'attend à me voir gagner tout le temps. Et je suis aussi plus exigeant vis-à-vis de moi-même. Maintenant, je réussis à éviter des conflits dans lesquels je me serais jeté à corps perdu par le passé. Je contestais plus avant, mais ça m'arrive encore. Je me trouve toujours impliqué dans les choses qui me paraissent essentielles. En fait, je n'ai pas changé dans le fond. Je suis toujours très franc et je dis ce que j'ai sur le cœur. J'ai seulement pris conscience qu'on ne pouvait pas tout le temps se taper la tête contre les murs. Et pour se rendre l'existence plus facile et pour être plus heureux, on ne peut pas passer toute sa vie à discuter. Life as easy as possible to live and to have the most enjoyment. You can't get involved in those things all the time.
prendre ma chance pour revenir dans le match. C'est toujours une question d'état d'esprit. Bien que ce soit une chose pour laquelle je suis assez bon. Je suis capable de m'impliquer totalement dans une contestation et de me reconcentrer aussitôt. Peu de joueurs sont capables de le faire aussi bien que moi. C'est de quoi vos adversaires ont peur. Quand vous mettez en colère, ça ne vous fait pas mal jouer. Mais eux, quand ils ont été déconcentrés, c'est fini. Oui, mais pour moi, c'est le fruit d'un entraînement de plusieurs années. Le fait est qu'après un incident, John McEnroe revient toujours plus vite dans le jeu que son adversaire. Peut-on penser qu'il s'agisse là d'une manœuvre d'intimidation? Il arrive parfois d'éprouver un sentiment d'insécurité. On a peur de ne pas parvenir à jouer assez bien pour gagner. C'est dans ces cas-là seulement qu'on peut essayer d'intimider l'adversaire en lui faisant croire qu'on est sûr de le battre. Mais on ne peut pas gagner beaucoup de matchs de cette manière, à moins d'avoir du répondant. C'est comme ça dans tous les sports à 1 contre 1. On est là, tout seul, et il faut rechercher les moyens possibles de battre l'autre. Si on le regarde fixement, encore faut-il que ça puisse avoir une signification, sinon ça ne sert à rien. Tout ça se ramène à ce que je viens de dire. Il faut être capable de faire ce qu'on prétend. Ça fait partie intégrante du sport, qui n'est pas une simple affaire physique. Roland Garros, plus que partout ailleurs peut-être, exige que l'on soit fort physiquement, mais aussi mentalement. Mais c'est le mental qui détermine le reste. Celui qui gagnera, c'est celui qui aura la force mentale de renvoyer une fois de plus la balle par-dessus le filet. Celui qui aura la force de dominer mentalement son adversaire. Ça prend toutes sortes d'aspects et c'est ce qui rend le tennis aussi passionnant. L'emprise psychologique qu'il entend prendre sur ses adversaires est matérialisée dans le jeu de John McEnroe par son occupation du terrain. Il ne joue pas à frapper plus fort que l'autre, ce dont il n'est pas vraiment capable, ni à renvoyer la balle une fois de plus, ce qui ne convient ni à son caractère ni à ses moyens physiques, mais il cherche à occuper la place du court qui lui ouvre le plus grand angle possible. Pour ce faire, il n'hésite pas à se placer aussi souvent qu'il lui est nécessaire sur le terrain de l'invention et des réflexes, créant ainsi des situations de jeu insécurisantes mais spectaculaires, des situations à haut risque, qui semblent au premier abord défier toute analyse technique et vouer du même coup notre entreprise à l'échec. Mais essayons pourtant de débrouiller cet écheveau et voyons d'abord comment il tient son instrument. Comme ça pour tout. Coup droit, revers, volée, service, absolument tout. Everything for the serve. Backhand, volley, serve. Mais votre main ne tourne-t-elle pas un peu pour le service? Pas du tout, c'est rigoureusement la même prise. On vous l'a enseigné ou c'est naturel? C'est mon coach, Tony Palafox, qui me l'a apprise. Mais Palafox n'avait pas une prise unique. Je ne sais pas, je crois que si. En tout cas, c'est comme ça qu'il m'a appris. Mais comment pouvez-vous lifter un revers avec cette prise? Ça ne pose pas de problème, comme ça. Lifter, couper. Well, how was Stevie Wonder last night? Very good. Very good. You had trouble to get in, no? Who said that? We were lucky to get in. No tickets. C'est donc avec cette prise particulièrement peu orthodoxe que John McEnroe a développé un des services les plus rapides, mais peut-être surtout le plus varié et le plus imprévisible de ces dernières années. Mais cette position inhabituelle des pieds au départ lui a-t-elle aussi été enseignée? Non, ça je l'ai trouvé tout seul. Est-ce que ça ne vous donne pas un mouvement différent? Chacun est libre d'essayer de faire pareil s'il le veut. Pensez-vous pas que ce soit à l'origine de l'efficacité de votre service? Demandez plutôt ça aux autres joueurs.
You have ever seen? No, I haven't seen any other player playing like that. C'est à eux de dire si mon service est bon. Mais nul besoin d'aller demander aux adversaires de McEnroe ce qu'ils pensent de son service. Il suffit de le regarder faire. Pour mieux apprécier l'originalité de ce service, nous allons d'abord en examiner le mécanisme de dos. Au départ, les pieds sont parallèles à la ligne de fond. Sitôt le mouvement lancé, une étonnante rotation du bras et de l'avant-bras fait tourner la raquette de plus de 180 degrés selon son axe longitudinal. En position armée, les genoux sont très fléchis et la ligne des bras et des épaules tend à la verticale. La détente des jambes et la formidable bascule des épaules vont contribuer à accroître la vitesse de la raquette au moment où elle commence à descendre dans le dos. Cette ondulation se propage comme un coup de fouet jusqu'à l'impact où le bras n'est pas en pleine extension, ni le manche de raquette dans le prolongement de l'avant-bras, comme chez la plupart des grands serveurs. C'est que les épaules ne sont pas encore revenues de face quand la balle est frappée. La vue de côté permet d'apprécier l'extraordinaire ouverture des épaules qui porte d'abord la raquette bien à l'intérieur du court, ce qui va considérablement augmenter l'ampleur de son élan dans le plan horizontal. C'est à l'instant où la raquette est au bas de la boucle que les pieds quittent le sol pour un saut en avant à la rencontre de la balle. Celle-ci est frappée à plus d'1 mètre à l'intérieur du court dans un grand élan qui propulse naturellement le serveur vers le filet. L'appui au sol est repris sur le pied qui a donné l'impulsion. C'est un service à cloche-pied. L'ordinateur nous permet aussi de reconstituer une vue par au-dessus, qui est moins lisible car nous n'en avons pas l'habitude, mais qui peut cependant nous faire mieux mesurer l'exceptionnelle amplitude du mouvement dans le plan horizontal et aussi d'arrière en avant. Lorsque les circonstances ne lui ont pas permis de s'emparer du filet d'entrée de jeu, il va chercher à améliorer sa position sur le court dès qu'il le pourra. Il s'efforcera ensuite de conserver tout gain de terrain susceptible de lui servir de base de départ pour une attaque, jusqu'à ce que l'occasion favorable se présente. Cette stratégie, qui met l'adversaire sous pression permanente, exige évidemment une extrême concentration pour ne pas se retourner contre son auteur. Mais le terrain gagné pied à pied s'avère parfois si avantageux qu'il lui ouvre des angles lui permettant de conclure sans même avoir à jouer une volée. Vu au ralenti, l'opposition de son jeu avec celui d'Ivan Lendl montre bien que McEnroe n'a pas besoin de taper aussi fort pour que sa balle revienne aussi vite, sinon plus. Tout est ici affaire de replacement.
Mais venons-en à la technique qu'il utilise pour ce jeu à l'intérieur du court. Et d'abord à ses coups droits. Ses retours de service sont très significatifs, dans la mesure où ils illustrent pleinement la parfaite adaptation de l'amplitude de son mouvement à la vitesse et à la longueur de la balle, c'est-à-dire au temps dont il dispose. C'est en quelque sorte le degré zéro de son style que l'on va retrouver à peu de choses près dans ses coups droits joués en cours d'échange. Partant d'une garde basse, la raquette est portée directement en arrière, selon une trajectoire ni convexe ni concave, et elle repart directement en avant, à la rencontre de la balle, qu'elle touche le plus souvent à plat, mais aussi parfois en la liftant. Cette parfaite simplicité ne se justifie évidemment que par la nécessité de frapper la balle très tôt après son rebond. Même chose en revers, où les retours à préparation raccourcie et avec balle frappée à plat et très en avant ne sont pas différents des retours suivis au filet que nous avons déjà vus. Il ne se distingue guère par ailleurs des revers joués en cours d'échange sur balle montante et avec une intention agressive, si ce n'est que, dès qu'il a le temps d'élargir un peu son geste, McEnroe va lifter plus volontiers ce type de coup. Par contre, dès qu'une balle trop longue le contraindra à reculer, c'est au mouvement beaucoup plus bref du revers coupé qu'il aura recours à tous les coups. Car lorsque son adversaire joue suffisamment long, McEnroe ne peut évidemment pas tenir longtemps sur une position avancée et il doit se replier à son corps défendant derrière la ligne de fond. Quitte à revenir dès que l'occasion s'en présente. Cette stratégie exige un jeu de jambes particulièrement vigilant dans la profondeur du court pour n'être pas débordé par les balles longues, tout en restant prêt à exploiter la première occasion. Dans la gamme des coups joués au-delà de la ligne de fond, la violence n'est jamais son fort, mais la variété. Et sa défense élastique n'est jamais que provisoire. Il guette toujours la balle assez courte pour lui permettre de donner sa mesure. Ce souci de varier la cadence et les effets dans les échanges de fond de court est particulièrement sensible en revers, où il alterne presque systématiquement revers coupé avec revers lifté, sans qu'il s'agisse nécessairement de situations de jeu différentes. Ce mélange est un témoignage supplémentaire de l'attention qu'il porte à chaque coup sans jamais se laisser aller à tomber dans la facilité d'un mouvement stéréotypé. C'est probablement là un des germes du sentiment d'insécurité qu'il procure à ses adversaires. Le revers coupé est, nous l'avons vu, celui qui lui vient tout naturellement au bout de la raquette dans les situations où il doit jouer en reculant, car il s'ajuste mieux à la brièveté du temps disponible. Mais couper aussi en avançant présente l'avantage non seulement de diversifier le jeu, mais aussi de camoufler à l'avance les amortis qui seront joués avec le même geste, comme nous le verrons plus tard. Pour les revers liftés, il leur donne d'autant plus d'effet qu'il doit reculer plus loin derrière la ligne de fond. Suivant son éloignement du filet, ses préparations sont de plus en plus larges, ses frappes plus sautées, plus pivotées, plus lâchées, et ses trajectoires plus hautes, jusqu'à devenir, lorsqu'il a été trop repoussé, de véritables demi-lobes destinés à lui laisser le temps de se replacer.
L'efficacité de ce service est telle qu'elle lui permet de suivre non seulement toutes ses premières balles au filet, même sur terre battue, mais aussi bien souvent ses secondes balles, et cela quel que soit son adversaire. Cette efficacité ne provient d'ailleurs pas seulement de la vitesse de son coup, ni de la précision ou de la variété de son placement, mais aussi de son caractère imprévisible. Le mouvement de McEnroe ne permet pas à ses adversaires de deviner où il va mettre sa balle. De plus, la rapidité avec laquelle il se trouve près du filet lui ouvre des angles dont il profite au maximum, sans même avoir besoin de frapper ses volets. La qualité de son service est donc la première arme de McEnroe, puisqu'elle lui permet le plus souvent de s'emparer du filet. Ce besoin d'imposer son emprise d'entrée de jeu sur l'adversaire se retrouve dans ses retours, qu'il n'hésitera pas non plus à suivre, pour peu qu'il se sente en vert. Là encore, la pression psychologique qu'il exerce est visible rien que dans sa façon provocante de se placer. Ces retours suivis au filet sont vraiment des coups droits réduits à leur plus simple expression. La préparation étant mesurée au temps disponible et la force de frappe remplacée par un généreux élan en avant de tout le corps. McEnroe se jette à la rencontre de la balle, qu'il gifle ou qu'il pousse, comme il le fait de ses volets, auxquels ses retours ressemblent souvent plus qu'à des coups droits de fond de cour. Sa prise unique ne semble le gêner en rien, même pour les revers où il attaque la balle très en avant, en sautant le plus souvent, et en arquant son corps dans une détente très caractéristique. Ce saut se retrouve même lorsqu'il coupe la balle, ce qui est rare, car il la frappe le plus souvent à plat ou en la liftant très légèrement. C'est bien entendu à peu près uniquement sur des secondes balles de service que McEnroe peut passer ainsi à l'attaque d'une façon aussi décidée. Il lui arrive pourtant de tenter parfois sa chance sur une première balle. Dans ce cas, il a la prudence de s'assurer de la réussite de son retour avant de venir se pointer au filet. Mais même quand il ne peut pas les suivre d'entrée de jeu à la volée, la vitesse et le placement de certains de ses retours sont tels qu'ils lui permettent souvent de monter au filet au coup d'après. Cela tient à sa position très avancée, qui lui permet de relancer exceptionnellement vite. Et aussi à ce qu'il s'efforce de ne céder aucun terrain pour le coup suivant, qui se transforme alors en attaque, pour peu que l'adversaire, surpris par le retour, n'ait pas joué assez long.
Il n'en va d'ailleurs pas autrement avec sa seconde balle de service. Quand il ne la suit pas au filet, il s'accroche pourtant à la position avancée où son élan l'a projeté pour essayer d'en tirer aussitôt profit. Cette séquence de montée en 2 coups sur une seconde balle de service est si caractéristique du jeu de John McEnroe qu'elle mérite qu'on s'y attarde. On peut y voir, peut-être mieux que partout ailleurs, non seulement l'agressivité et l'audace foncière de son jeu, mais aussi sa rapidité de décision et l'économie des moyens mis en œuvre. Ce jeu de gagne-terrain fonde en fait toute sa stratégie de l'échange. Peu de silence, s'il vous plaît. Chut. S'il vous plaît. Chut. Alors. Thank you. Peu de silence, je vous prie. Chercher à saisir le jeu de John McEnroe, c'est d'abord partir en chasse. Et cette chasse n'est pas sans danger. Ainsi, rien de plus anodin apparemment que notre micro, et pourtant regardez et écoutez. N'approchez pas ce truc de moi, compris? Vous voyez ça? Alors fermez-la. Gardez ça dans votre coin, sinon vous allez en prendre un coup. Repeat that in French to the people, okay? You're gonna get it. Arbitre, faites enlever ce truc près de moi, ce micro. Je veux qu'il soit coupé. Dites-lui de le couper. Quoi? C'est pas possible. Ah, parfait. On me crache à la gueule et vous faites rien. Le territoire de John McEnroe, c'est son cours. Et il le défend comme un fauve contre tout ce qui bouge ou qui bruit alentour, contre tout ce qui peut perturber sa fragile sphère de concentration. Les hommes d'image et de son se trouvent ainsi particulièrement exposés à ces agressions, heureusement surtout verbales. Mais il peut en arriver à des raids punitifs, n'hésitant pas à aller jusque dans les rangs de la presse pour décasquer l'ennemi. Succès salué à l'égal d'un triomphe. Ou même à sabrer férocement le micro sans défense.
They're too difficult. Too much to ask for. Et le ronronnement pourtant léger de notre caméra ne saura pas toujours tromper sa vigilance. C'est que John McEnroe est un hyper nerveux, un écorché vif, qui, à 20 ans, semblait encore incapable de trouver une seconde de calme. Il a aujourd'hui appris à mieux se contrôler, mais son souci de la perfection, jusque dans le moindre détail, trahit toujours une angoisse secrète. Le moindre son le perturbe. Et que dire alors des incidents de tout ordre qu'il semble attirer sur sa tête? Mais son exigence extrême, il l'exerce d'abord contre lui-même, en s'injuriant ou en se tournant en dérision lorsqu'il manque un point qu'il aurait pu gagner. Ces remontrances se transforment parfois en un désespoir peut-être un peu théâtral, mais certainement sincère, ou en des gestes de colère qui, bien que dirigés contre lui-même, lui ont parfois coûté cher. Jeu plein 2, qui mène par 6 jeux à 5 dans la troisième manche et par 2 manches à 0. Son exigence s'étend aussi aux arbitres, dont il a tendance à se méfier du jugement, sans jamais mettre en doute le sien propre. Voulez-vous vérifier la balle? La balle est bonne, avantage bonne. La défense passionnée de ses convictions lui vaut d'ailleurs parfois quelques ennuis. Surtout lorsqu'il manifeste trop ouvertement la piètre estime en laquelle il tient ceux qui ne les partagent pas. Where's the mark, Al? Where's the mark? 15 cover. Where's the mark, Chuck? There's no mark there. It's right on the line. Devant la fréquence des litiges qu'il suscite, d'aucuns ont pu penser que ces contestations pouvaient lui servir à déstabiliser son adversaire, mais il s'en défend. Les choses seraient plus simples si les gens pouvaient prendre conscience que ça revient à dire « faites votre boulot et moi je ferai le mien », au lieu de croire que je conteste pour le plaisir de contester. Je pense qu'aucun joueur n'est assez stupide pour croire que je fais ça simplement pour l'embêter. Tous ceux qui me connaissent sur le circuit savent bien que je suis totalement impliqué. Si je discute, c'est que je m'insurge contre quelque chose de faux. Mais si ça les dérange, c'est leur affaire. On peut toujours trouver quelque chose qui vous dérange. Au lieu de se dire « ça me dérange », il pourrait aussi bien penser « j'ai de la veine, il est furieux, il s'est déconcentré ». C'est le moment... C'est une variante très raccourcie de ce revers lifté qu'il va utiliser ici pour un lob surprise. C'est encore ce même type de revers, mais beaucoup plus plat, pour privilégier la vitesse, dont il se servira pour passer un adversaire au filet.
En coup droit, sa technique varie selon la zone du terrain qu'il occupe derrière la ligne de fond et aussi selon la situation du jeu. Partant d'une garde basse, la raquette est conduite directement en arrière, le coude près du corps. La cassure du poignet n'est pas un signe de relâchement, mais d'une fermeté qui se maintiendra jusqu'à la fin du coup. Le poids du corps passe alors sur la jambe gauche, et le coude va revenir en avant le premier, entraînant l'avant-bras et la raquette dans un mouvement de fouetté nettement concave, qui lui fera frotter plus ou moins la balle en la frappant. Ce coup droit de base, joué derrière la ligne de fond, est donc toujours plus ou moins lifté. Il deviendra plus plat, plus giflé, dès que l'occasion de prendre l'adversaire de vitesse se présentera. Inversement, l'accent sera plus mis sur le lift en position semi-défensive, au point de voir la raquette mouliner son accompagnement du même côté que la frappe. Enfin, dans une situation franchement défensive, McEnroe aura recours au demi-lobe, comme en revers. Un joueur comme Connors, qui s'applique à jouer long pour l'empêcher d'attaquer, va nous permettre de passer en revue toute sa panoplie du fond du court. Sobriété et variété, application et imagination, le jeu de McEnroe a tout pour séduire. Et son toucher de balle sera d'autant plus efficace que ses replacements auront été rigoureux. Car l'amorti est aussi une de ses armes maîtresses. En coup droit, quand son geste raccourci laisse deviner son intention, c'est déjà trop tard. Sa position d'attaque laissait croire tout autre chose. La surprise est encore plus totale s'il est possible, car son geste est parfaitement imprévisible. L'amorti devient ainsi une clé de sa stratégie, et en le suivant le plus souvent à la volée, il se met en posture de porter l'estocade finale sur le terrain où il excelle, celui des réflexes et de l'improvisation. D'en haut et au ralenti, on revoit mieux toute l'audace d'un amorti joué revers tourné, en laissant apparemment le court grand ouvert, et la façon dont il retourne cette ouverture à son avantage, avec un terrain vide devant lui.
L'art de McEnroe est donc pour une bonne part un art du camouflage. Mais c'est aussi un art de la sensibilité, de la décision juste au moment juste. D'où ces innombrables montées au filet après un temps de latence destiné à en apprécier l'opportunité et aussi à surprendre l'adversaire. Ce souci de perpétuellement brouiller les cartes, de chercher à tout ramener toujours à un combat entre deux intelligences, est certainement le trait le plus original dont John McEnroe aura marqué le tennis de notre temps. Son génie reste à peu près inimitable dans la mesure où il ne repose pas tant sur sa technique que sur son sens du jeu, sur une adaptation immédiate à tout changement de situation. Et l'on comprend mieux alors les exigences qu'il peut avoir pour son environnement, même si elles semblent parfois exagérées, en mesurant la qualité de son exigence envers lui-même. Même lorsque son intention de monter est clairement affichée. Il semble souvent porter plus d'attention à la justesse de son coup qu'à la rapidité de sa course. D'où ces petits temps d'arrêt.